Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle Néo Finance et que nous allons co-animer avec, d'habitude j'ai l'habitude de dire mon invité, non, mon collaborateur, mon animateur, voilà, un nouvel animateur sur Radio Fréquence Méditerranée, pour beaucoup bien sûr vous le connaissez, c'est monsieur Fabien Bocard. Bonsoir Fabien. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Écoute, je suis très content que tu rejoignes l'équipe de Radio Fréquence Méditerranée. Merci, et tu m'as proposé une belle émission. Oui. Et j'ai validé parce que je trouve toujours tous ces sujets intéressants et tout ce qu'on peut donner comment ça s'appelle à notre public comme conseil, ben écoute, on est là pour ça. Exactement. C'est ça la radio en fin de compte, hein, c'est un petit peu ce côté-là. Avant de te présenter, bien sûr, on va donner un petit peu le concept de l'émission. Néo Finance, ça va s'appeler, on se retrouvera une fois par mois. Alors là aujourd'hui pour l'instant d'ici la fin de l'année, ça va être des mercredis et des jeudis, mais sinon c'est une émission que vous retrouverez le lundi à partir de la saison prochaine. On va vous tester un petit peu, hein, on va voir si vous êtes là avec nous, si vous participez. On va vous apprendre plein de choses bien sûr sur la finance. Pourquoi néo-finance ? Ben, ça vient du mot néophyte pour ceux qui ne savent pas tout sur tout. Exactement. Et puis la finance, bien sûr, puisque c'est ta spécialité. Et ben, je vais déjà te donner la parole pour que tu te présentes et puis que tu présentes la société ta société. Et c'est ta société qui est en partenariat sur cette émission, IPEUS Patrimoine. IPEUS, voilà, Patrimoine. Je te laisse la parole, mon cher Fabien, pour lancer ce... Mais qui es-tu, quoi, je veux dire. Comme ça va me permettre de faire les partages. Parfait. Qui je suis, je fais comme je peux. Donc Fabien Bocard, je dirige le cabinet IPEUS Patrimoine, j'ai un bureau à Menton, à Beau-Soleil, et également une structure à Dubaï. Ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier. Ça fait presque 6 ans que je suis installé maintenant. Donc je fais de l'ingénierie patrimoniale. L'objectif de ça, c'est de faire du conseil auprès du dirigeant, du particulier, sur les aspects juridiques, fiscaux, financiers. Donc les financiers, c'est l'immobilier, c'est également tout ce qui est investissement, placement, etc. Mais également tout l'aspect sur le droit des sociétés, droit à succession, droit de la famille, droit civil, afin vraiment de faire une situation globale sur le patrimoine des personnes, de la création jusqu'au développement et jusqu'à la cession ou la transmission. Apporter vraiment quelque chose de différent. Alors c'est une émission qui va nous permettre au fil des mois et au fil de la saison bien sûr d'apporter plein d'infos sur la finance bien sûr. Tout à fait, voilà. Alors il y aura des petits moments où ça sera peut-être compliqué on va dire hein, puisque bon là c'est quand même une émission qui va parler finance, mais on va quand même essayer de se mettre à la portée de tout le monde. Exactement. Puisque comme on l'a dit, moi personnellement je suis pas un financier, je suis un animateur radio, toi tu es un financier qui se met à l'animation radio. Exactement. Donc le mélange de tous les deux, je pense que ça va faire quelque chose de bien sympa et je me mettrai à la place de vous chers auditeurs. Alors n'hésitez pas, vous êtes en train de nous suivre, je te coupe, excuse-moi, mais vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone et on croise les doigts pour dans quelques mois l'AFM. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live Facebook parce que là, sur le fil d'actualité, vous pourrez poser des questions à Fabien et moi je les relayerai puisque j'ai le fil d'actualité sous les yeux. Et donc je vous dis, si tout ce qu'on va vous parler ce soir, tout ce qu'on va vous faire découvrir, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. En tout cas, moi je vais en poser. Tout à fait. Alors, le but de l'émission, ça va être sur les prochaines éditions, d'aborder un sujet ou une technique ou un conseil assez générique pour que tout le monde puisse le comprendre ou voire même l'appliquer. Et aussi essayer de déceler des sensibilités chez les personnes en écoutant l'émission, en disant tiens, ça, moi, j'y ai pas pensé, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette ou que je regarde ce qui se passe ou comment je pourrais améliorer tout ça. Et avoir une session, au fur et à mesure de nos émissions, une session questions-réponses. Donc que les auditeurs n'hésitent pas à poser des questions, même sur une situation personnelle, sans être trop précis, parce que je ne peux pas répondre précisément comme ça, déjà en public pour commencer, et deuxièmement avec peu d'infos. Mais s'il y a des questions particulières, en direct, pour y répondre, n'hésitez pas à me mettre au pied du mur. Ça, les challenges, j'aime ça. Alors c'est une émission qui va aborder l'économie, qui va aborder le patrimoine, bien sûr, un petit peu tout ce qui tourne autour de la finance, comment optimiser son patrimoine quand on en a, bien sûr. En tout cas, on va pas s'adresser qu'à des gens qui ont du patrimoine aussi, bien sûr. Hein, voilà. Donc, on va essayer de vulgariser la finance. Tout à fait, exactement, vulgariser, parler d'actualité, vraiment avoir une vision différente et parler vrai surtout.
éviter les dogmes, les pratiques habituelles, pour vraiment sortir un peu de ce qu'on nous impose un peu au quotidien. Alors on va faire, nous déjà, on va travailler comme on le fait toujours ici sur Radio Fréquence Méditerranée, on va travailler en direct, c'est-à-dire que voilà, comme tu disais, on va pas faire la langue de bois puisque tout ce qu'on va dire c'est du direct et c'est enregistré. J'en profite pour faire un petit coucou à ceux qui nous commencent à nous rejoindre, dont Fernand Lucas et Jean-Claude Guignard de Podmedia aussi, voilà, donc je lui fais un petit coucou et lui c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans la finance, voilà, donc il va nous écouter. Il a eu beaucoup de sociétés ce monsieur et voilà, ça me fait plaisir de voir qu'il est avec nous. Donc maintenant que tu t'es présenté mon cher, on va lancer l'émission. Ouais, on va démarrer tout de suite et on va bien sûr parler finance. C'est le premier sujet qu'on va aborder ce soir, c'est d'où vient la croissance. Exactement. Voilà, donc vous posez des questions. Alors on a d'autres radios qui ont des émissions finance comme RTL par exemple avec j'ai oublié son nom mais c'est François, ça va me revenir. Voilà, je lance l'info puis du coup en même temps je l'oublie, donc c'est ça le direct. Mais en tout cas on va démarrer tout de suite. D'où vient la croissance avec déjà première partie, la définition de la croissance. Tout à fait. Qui ne savent pas ce que ça veut dire. Alors, d'où vient la croissance ? Je voulais en parler sur cette première émission parce que c'est un sujet qui me semble important et qui me tient à cœur parce que la croissance, pendant des siècles et des siècles, depuis que l'homme marche quatre pattes, on était sur des croissances stagnantes, donc des croissances à somme nulle. C'est-à-dire qu'on avait les puissants qui étaient en haut, qui vivaient très bien, et puis les autres qui étaient pauvres et qui vivaient un petit peu comme les rats. Tout à fait. Et puis, à peu près il y a 250-300 ans, est arrivée la croissance à somme positive, donc la croissance est arrivée. Et là, on a commencé à avoir de la croissance aussi bien mondiale qu'à titre pays individuel. Et ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, quand on lit un peu tous les écrits, etc., sur les avis, les gens pensent que la croissance, c'est quelque chose qui est acquis. Qui a toujours été là et qu'on la traite au quotidien au fur et à mesure. Alors, ce mot croissance, parce que tu dis ce mot croissance, voilà, t'acquis. Tu le définirais comment, voilà, je veux dire, c'est-à-dire que entre ceux qui étaient en haut, qui avaient beaucoup d'argent, et ceux qui étaient en bas, ça veut dire que ceux qui étaient en bas ont commencé à avoir quelque chose, c'est ça que ça veut dire ? Exactement, ils ont commencé à avoir quelque chose, mais il a fallu pour ça un déclic. D'où vient donc cette croissance ? Parce qu'à un moment donné, il y a un changement juridique. Il y a un paradigme juridique qui change. Ça a été en fait une modification où, par exemple, ça a été la protection de la propriété. Avant, un gueux, il n'avait rien. Il n'y a rien qui le protégeait. On pouvait venir lui voler ce qu'on voulait, un coup de sabre, un coup d'épée ou un coup de marteau, et on lui prenait son bien. Il ne pouvait pas se... On va prendre comme exemple le Moyen-Âge, effectivement. Le Moyen-Âge. On va démarrer à partir du Moyen-Âge. Voilà, c'est le plus simple. Ça va être aussi le droit de vote des impôts, la tolérance, tout ça. Donc ça a été un changement de paradigme juridique. Tout ça, ça rentre dans la croissance. Exactement. Enfin, c'est ça qui a commencé à déclencher la croissance, parce que la croissance, elle a différents éléments qui sont importants pour qu'elle puisse arriver. Et c'est ce changement juridique qui a fait en fait la protection de l'individu face à l'État. Avant, l'État-Église, c'était l'État et en fait, voilà, comme je dis, on prend l'exemple au Moyen-Âge, le roi ou comment ça s'appelle, c'est le suzerain, je sais pas comment on dit. Je sais plus. Bon, en tout cas, le roi. Allez, on va prendre l'exemple. On va prendre une image figure. Le roi allait prélever ses impôts au peuple. Exactement. Puis le peuple, il avait rien. Enfin, il donnait point barre. En contrepartie, le peuple, il avait la protection du seigneur. Voilà. En cas d'attaque, il pouvait rentrer dans le château, etc. Ils avaient la possibilité de pouvoir exploiter les terres, etc. Donc, il n'y avait pas vraiment de quoi, parce que chaque individu n'était pas vraiment propriétaire. Il n'y a pas de droit de propriété, entre autres. Donc, à ce moment-là, au fil du temps, et on s'est rendu compte avec différents économistes qu'il y a deux gros types de croissance qui sont un peu qu'on peut définir. La première, qu'on pourrait appeler la croissance ricardienne, qui vient en fait d'un économiste qui s'appelait Ricardo, qui a dû écrire dans les années 1820-1830, à peu près, qui lui en fait a dit que une fois qu'on a des changements juridiques, comme j'expliquais tout à l'heure, un ou deux siècles après, il y a des gens qui se spécialisent de plus en plus dans ce qu'ils savent faire de mieux. Au fur et à mesure, les gens se spécialisent, les pays se spécialisent et deviennent de plus en plus performants sur quelque chose qu'ils savent faire. C'est ce que lui a après la loi des avantages comparatifs. Alors, à l'échelle d'un pays, c'est assez visé, c'est assez cohérent. Mais pour comprendre, je vais donner un exemple. Admettons un chirurgien. On va essayer chaque fois de donner des exemples, comme ça les gens, pour qu'ils comprennent. Admettons un chirurgien, qui est un très bon chirurgien, qui facture ses actes médicaux 2 000 € par mois. Par acte. Enfin, 2 000 € de l'heure. Et ce chirurgien, il a besoin de taper des rapports médicaux afin de faire des... Mais
Et lui, il va embaucher une secrétaire qui va payer 100 € de l'heure pour réaliser son rapport. Ce travail-là, son rapport. Le chirurgien, par ses capacités, ses connaissances et ses capacités intellectuelles, il pourrait taper ce rapport en 3 fois moins de temps que le ferait la secrétaire. Bien sûr. Sauf que pourquoi il irait embaucher une secrétaire alors que lui peut le faire en 3 fois moins de temps? Parce que pendant ce temps qu'elle tape, pendant ce tiers de temps que lui ne fait pas son rapport, il peut facturer des actes. Il peut continuer à gagner plus cher. Et à payer beaucoup plus cher. Voilà. Donc c'est ça que la théorie donc, ricardienne, qui est en fait vraiment que plus on se spécialise et plus on va aller chercher le meilleur de l'autre. Et en fait, plus on va consacrer son temps à gagner de l'argent, et de l'argent qu'on gagne, on le rentabilise en prenant. Exactement. C'est le principe, c'est-à-dire qu'on va améliorer la productivité du travail, du temps, des hommes et du capital. Et c'est ainsi qu'on va commencer à générer une sorte de croissance. Et cette croissance, par exemple, on arrive dans une zone où on était en guerre et qui s'ouvre à la paix, par exemple l'Europe, après 1945. Donc là, on est face à un élément, on est face à une surface où il y a tout à faire. Il y a tout à construire, tout à réaliser. Et là, la croissance... Tu parles d'après la guerre, parce qu'il y avait déjà une croissance qui était en place, tout a été détruit, beaucoup de choses ont été détruites après la Première Guerre. Tout à fait. Première guerre. Donc en fin de compte, on est reparti un petit peu à zéro sur certaines choses. On repart à zéro. On repart à zéro. Et là, on peut vraiment tout faire. Monter les infrastructures, etc. Mais au bout d'un moment, le problème de la croissance ricardienne, c'est qu'elle est finie par nature. Quand on a tout construit, les infrastructures, qu'on a embauché tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? On fait une deuxième guerre. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais je l'ai dit. Non, on résume. La croissance est finie. Donc, les croissances ricardiennes, elle a pour principe, par nature, d'avoir un seuil. Elle est finie. Elle a un seuil. On est limité par cette croissance-là. Parce que la croissance ricardienne, pour la résumer, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que quelqu'un a besoin de quelque chose et il y a un entrepreneur qui va se débrouiller pour la créer et le meilleur d'entre eux récupérera le marché. Et c'est comme ça que la croissance ricardienne se fait. Et ensuite, il y a une deuxième croissance qui, elle, était définie par un autre économiste qui s'appelait Schumpeter, qui, lui, en fait, a établi que la croissance, ça vient de l'innovation, de l'invention. Dès qu'il y a une problématique, il y a un individu qui invente et qui va alors créer, qui va alors changer complètement le paradigme de production. Lui, il a appelé ça la création destructrice. La création destructrice. Alors, c'est-à-dire? Alors, je m'explique. L'exemple le plus simple, c'est quand on est passé de la bougie à lampe à huile à l'ampoule électricité. D'accord. Alors oui, c'est effectivement aujourd'hui, pour donner, si je comprends bien ton raisonnement, c'est qu'on crée un objet qui va enlever ou de l'emploi ou quelque chose qui va apporter quelque chose, mais qui va enlever autre chose. Exactement. C'est ça. Qui va enlever autre chose. Voilà. Aujourd'hui, l'exemple, c'est un des exemples les plus flagrants qu'on parle le plus souvent en ce moment. C'est on va prendre les supermarchés où il y a des caisses sans caissière, effectivement, parce qu'elles sont automatisées et donc on enlève de l'emploi. D'accord. Oui. Alors c'est ça ou pas? C'est vraiment une innovation. Tu me reprends, parce que moi je fais un petit peu l'auditeur. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Là, c'est ça, mais un peu plus profond, parce que là, c'est une différence à la marge. Mais l'innovation, c'est une différence par nature, c'est-à-dire qu'elle va complètement changer le système de production. Avant l'électricité, on produisait différemment qu'une fois que l'électricité est arrivée. Pour faire plus simple, c'est-à-dire que quand l'ampoule est arrivée, si moi j'avais une entreprise de chandelles, je pouvais être le meilleur producteur de chandelles du monde. Quand l'ampoule est arrivée, j'ai pris un coup derrière la tête. Voilà. Et je disparais. Autre exemple, à New York, tout le monde connaît New York, il y a Long Island, qui est une longue île qui longe la mer. Avant l'électricité, avant l'ampoule, avant c'était les baleiniers, c'était un port de baleiniers. Donc les baleiniers allaient chasser les baleines et rapportaient la graisse de baleine, parce que la graisse de baleine, on faisait de l'huile pour s'éclairer. Une fois que l'ampoule est arrivée, les baleiniers ont disparu. Et aujourd'hui, à Long Island, c'est un lieu qui est très coté, et l'immobilier coûte une blinde, et on y va pour se promener. D'accord. Donc ça a vraiment changé tout le paradigme, et on produit différemment. Et ça, c'est ce qu'il appelle la création destructrice. Donc ce qui est intéressant... On rappelle son nom, c'est la croissance, donc c'était Schumpeterienne. Schumpeterienne, de Schumpeter. Et là, ce qui est fascinant sur cette croissance-là, c'est qu'en fait, c'est une croissance, l'invention, en fait, elle est fille de nécessité. C'est quand on est face à une problématique qu'il y a un individu qui va se creuser le ménage et qui va trouver une invention. Ça va être, il y a des problèmes de famine, il y a une démographie importante et on va bientôt crever de faim parce qu'il n'y a plus assez à manger. Et il y a des gars qui vont réfléchir sur l'évolution de l'agriculture et qui vont inventer par exemple un épi de blé qui est plus petit, une tige beaucoup plus petite. Et c'est comme ça que l'Inde aujourd'hui exporte du blé alors qu'il y a 30 ans, elle a failli terminer en famine. Parce qu'ils ont étudié, ils ont créé une sorte de blé qui avait une tige beaucoup plus courte et qui leur a permis d'exploiter le blé dans leur pays.
D'accord. Donc c'est ça, c'est vraiment cette évolution qui est à ce niveau-là. Donc pour ça, quand on voit des problématiques aujourd'hui comme l'énergie ou la climatique, etc., il ne faut pas vraiment être pessimiste parce qu'il faut se dire qui va inventer quelque chose de nouveau qui va changer alors c'est un peu ma vision des choses. Alors on fait un petit aparté sur l'écologie, l'environnement. On aura demain d'ailleurs une nouvelle émission qui va démarrer sur l'environnement, qui va s'appeler Transition, qui sera animée aussi avec de nouveaux animateurs. Donc on vous donne un petit aparté demain à 18h sur l'environnement. Effectivement, beaucoup de gens s'affolent en disant c'est la catastrophe, le réchauffement climatique et tout. Et je me dis, moi, ma vision des choses, c'est que l'homme a toujours créé quelque chose pour pouvoir pallier à un défaut. Donc je me dis, alors c'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans 15 ans, en tout cas on y travaille déjà certainement pour pouvoir, peut-être qu'un jour on vivra sous une bulle. On a eu à l'époque des feuilletons dans les années 80 où on vivait dans des bulles et tout. Ça sera un autre paradigme comme si de vie, mais on vivra peut-être sous une bulle, peut-être qu'on aura peut-être plus besoin de l'eau, je sais pas, hein, on extrapole bien sûr, mais c'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Et l'avantage de cette croissance-là, c'est qu'elle est infinie. Par nature, elle est infinie. Tant qu'il y aura des hommes qui vont inventer, qui vont trouver des solutions à des problèmes, la croissance est infinie. Ça fait peur à certains, ça. Ça, je sais pas. Ça fait peur à beaucoup. Sûrement. Voilà. Oui. Il faut inventer et il faut se renouveler à chaque fois. Et c'est le principe de la création destructrice. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose qui va en détruire une autre, parce qu'il est temps que celle qui est détruite passe son chemin et parte sur autre chose. Donc là, nos problèmes vont se régulariser comme ceci. Mais pour pouvoir inventer, il y a des choses importantes. Il faut un inventeur. L'inventeur, puis déjà, il faut qu'il soit libre de penser par lui-même. Et puis aussi, c'est qu'une fois qu'il a inventé, il faut qu'il puisse vivre avec son invention, qu'il puisse en avoir des fruits, qu'il puisse le conserver, qu'on n'a pas lui voler, lui prendre ou lui empêcher de le faire. Donc dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on revient sur ce que j'ai dit au début, c'est qu'il y a un changement, il faut qu'il y ait une protection du paradigme juridique, il faut la droit de propriété. Il ne faut pas que parce que quand on lit beaucoup de papiers aujourd'hui et d'émissions des médias, qui nous disent mais la croissance, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État mette ceci, l'État fasse cela, l'État comme ci, l'État comme ça. Donc il faut que l'État gaspille du capital. Mais l'État ne produit pas de capital, elle ne produit pas d'épargne, elle fait que de gaspiller du capital. Déjà, premièrement, l'État ne redistribue que de l'argent qu'il récolte. C'est ça, il faut bien. Voilà, c'est ce qu'il faut des fois, même économiquement, expliquer à certains. C'est qu'en fin de compte, tout le monde dit il faut distribuer, il faut donner, mais rappelez-vous que l'État ne redistribue que l'argent qu'il vous a pris. Qui récolte. Donc, qui récolte. Il ne fabrique pas d'argent. Et si c'était vraiment l'État qui était capable de pouvoir augmenter la croissance, pourquoi pendant des centaines de siècles, on était sur des croissances nulles? Bien sûr. Pourquoi on fait la croissance? Parce qu'au XVIIe siècle, en Angleterre, des hommes ont pu parler librement, investir librement, étaient protégés par un État qui les protégeait des biens les plus précieux, qui étaient leur vie et leur propriété. Et là, on n'a plus qu'à la croissance. Donc, ce n'est pas en renforçant la présence de l'État dans l'économie qui va faire la croissance, c'est la suprématie de l'individu sur l'État. D'accord. Alors, chers auditeurs, on est en train de vous expliquer sur cette partie-là ce qu'est la croissance. Donc, on a abordé la définition de la croissance. La croissance ricardienne, tu nous as donné cette croissance qui se définit par le fait qu'elle a un seuil, un plafond. Elle a un seuil parce qu'on va justement... résumer, exactement. Voilà. Et la croissance schumpeterienne qui, elle, est une croissance qui est infinie par définition, parce que tant on va résoudre des problèmes et trouver des nouveaux paradigmes et détruire ce qui ne marche plus pour faire quelque chose qui marche. D'accord, c'est ça, en fin de compte. Donc écoutez-nous, restez avec nous. Je vois que ça intéresse. Il y a beaucoup de monde qui est connecté ce soir. Ça intéresse cette nouvelle émission. Parfait. Sur la finance, néo-finance. On va parler de beaucoup de choses dans la finance pendant toute cette émission, en se mettant, si possible, à la portée de nos auditeurs. Et puis déjà la mienne, puisque je dis, je suis pas un spécialiste. Et c'est pour ça que je te pose beaucoup de questions tout le long. Tu as raison. Est-ce qu'on a abordé cette première partie de la finance où il y a encore quelques éléments à donner de la croissance? C'est ce que je voulais expliquer par rapport à la croissance et d'où vient la croissance. Donc, j'ai dit le principal de ce que je voulais expliquer ce soir à ce niveau-là. Donc il faut bien retenir les deux grandes notions qui sortent par rapport à l'origine de la croissance, et que la croissance, elle n'est pas acquise. On l'a parce qu'on a un système juridique, tant qu'on ne nous change pas, mais qui nous laisse libres. Et là où l'individu peut rester vraiment, avoir la suprématie sur l'État. Donc quand l'État se renforce toujours et vient toujours de plus en plus dans l'économie,
c'est pas très bon. Alors aussi, il y a plusieurs visions des choses. Effectivement, tu dis dans un État, dans une démocratie comme la nôtre, on peut faire ce que tu dis. On peut créer, on peut avancer, machin. Il y a des États où c'est la dictature, où en fin de compte, là, l'État, lui, prend la main sur tout. Et là, c'est comment, là ? Ça se passe comment ? C'est même pas une histoire de démocratie ou pas de démocratie, c'est une histoire d'implication dans le système de l'économie en lui-même. L'État, il a un rôle qui est... j'ai oublié le terme, là, ça va me revenir tout à l'heure, mais l'État est là pour protéger, il est là pour mettre à disposition, et surtout l'État, il a un rôle de faire en sorte que la monnaie soit souveraine, pour qu'on puisse acheter quelque chose avec une monnaie qui a une valeur, qui est étalon et qui permet une réserve de valeur. Donc il faut que moi, avec cet argent, je puisse la mettre de côté pour faire ma réserve. Il faut quand j'aille acheter mon pain, cette monnaie, elle a une valeur, une valeur d'échange, et aussi que je puisse, avec cet argent, acheter quelque chose. Si demain, je dis, cet argent, vous ne pouvez plus l'échanger, vous ne pouvez plus vous en servir pour payer, je fais quoi ? C'est ce qu'on a pu voir dans certains pays, quand l'économie s'est effondrée. On a eu l'exemple en Grèce, on a eu où l'argent ne valait plus rien, ou certains pays africains. Ça vient d'où le problème alors, effectivement, si on peut expliquer à nos auditeurs, quand il y a un problème comme ça où l'argent, en fin de compte, dévalue, ne vaut plus rien. Ne vaut plus rien, c'est un terme, ne vaut plus rien, il dévalue. Quand un franc, on peut acheter une baguette, un exemple, une baguette à 1 euro, et quand il y a eu des pays où en fin de compte la baguette était passée à 15 ou 20 euros, donc c'est-à-dire que ça valait plus le même prix. Pour quelle raison ? Alors pour quelle raison ? Alors déjà, tout de suite quand tu nous dis ça, on pense tout de suite à l'inflation. Et après, c'est de savoir où est l'origine de l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation ? Alors l'inflation, tout le monde pense que l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Non, l'inflation, c'est pas l'augmentation des prix, c'est la monnaie qui perd sa valeur. C'est pour ça que le prix augmente. Mais un bout de pain restera toujours un bout de pain. C'est juste que la valeur de la monnaie, elle augmente. Et la monnaie, elle diminue, pardon. Ce qui fait que l'inflation va augmenter. Toujours dans les plupart des problématiques, et je crois que c'est Schumpeter aussi qui en avait parlé sur ce thème-là. Le problème de l'inflation, c'est toujours un problème monétaire. Donc c'est lié à la monnaie, à la souveraineté monétaire. Alors c'est pas ce qu'on nous a raconté quand on nous raconte que par exemple il y a eu l'inflation par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à la crise du Covid, tout ce qui s'est enchaîné. C'est pas ça alors, si je comprends bien. C'est pas ça. Moi, je suis auditeur. C'est la raison qu'on nous donne pour nous dire que l'inflation est due à une augmentation de prix. Parce que la guerre en Ukraine, donc on ne peut pas tout faire importer, donc la denrée devient rare, donc elle augmente. Donc ça, oui, ça c'est lié à la valorisation, mais ce n'est pas la raison principale de l'inflation. D'un point de vue économique, je parle. C'est clair que d'un point de vue d'échange de marché, si un bien qui est situé, il y a un bien immobilier qui est situé en bord de mer et qu'il est le seul de la région, il vaut forcément plus cher que les autres. Mais là, c'est pas, et ça c'est l'économie locale, mais à l'échelle économique globale, l'inflation, c'est la baisse de la valeur de la monnaie. D'accord. Donc là, à ce moment-là, la monnaie, elle a trois rôles, ce que je dis tout à l'heure. C'est avoir un étalon. Donc 1 euro, ça vaut tant d'or. À l'époque, c'était par rapport à de l'or, par exemple. Maintenant, c'est plus trop le cas. C'est même plus du tout. Ensuite, maintenant, c'est par rapport au marché. Et ça par rapport au marché mondial. C'est une réserve de valeur. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai 10 000 euros de côté, donc c'est une réserve de valeur. Je sais qu'avec ça, je peux acheter ceci plus tard ou demain. Donc, je stocke pour l'avenir, justement. Et enfin, c'est une monnaie d'échange. C'est de l'échange. C'est pour échanger quelque chose. Donc, quand on enlève 1 ou 2, ou voire même 3 des rôles de la monnaie, c'est là que cette dévaluation est terminée. Et enfin, s'écrase. Pardon, excuse-moi. Première partie d'émission où on a donné la définition de la croissance. On va aborder dans la deuxième partie, on va parler de trésorerie, de fiscalité d'entreprise, c'est ça ? Exactement. On fait un break musical. Allez, ça, restez avec nous, on va boire un coup. On va boire un coup, moi, parce que je m'étouffe. Restez avec nous, ne quittez pas, tous ceux qui nous ont rejoints, Marco, Mathieu, Nuno, voilà, si vous êtes intéressés par la finance. En tout cas, c'est la première émission, on essuie un petit peu les plates ce soir, on essaye de se caler dans cette émission, sachant qu'on n'a pas fait d'enregistrement, on n'a pas fait de pilote, comme on dit, c'est du direct et toujours du direct. Et du direct, on va faire un petit break musical et on va s'écouter des artistes que j'ai eu l'habitude de recevoir ici, que je vais vous faire écouter. C'est K and the Blue Devils et c'est du blues. C'est tout de suite. Fréquence Méditerranée. Notre plus belle journée, c'est d'accompagner la vôtre. A spring blown color. And I see the train of fear, just for kids and their road. Oh, a cruel
teenager Columbia prison. Fly the way forever, freedom, and the law of trade white man. And you, my mother, will give me life. Oh, dry your tears now. And you, my father, will told me, oh, yeah, don't show them, don't show them, don't show them that the sun gone out. My name is Justine. My name is Justine. Oh, pray for me and pray for them. My name is Justine. Oh, my name is Justine. I'm sitting on the table, and nothing to say. And you, my brother, don't leave me today. No, don't let me down. And you who look at me in this way, oh, what kind of 14-year-old don't we do? Don't let me die, don't let me die. No, 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 no. And you, my mother, don't leave me today. Oh, don't let me down. And you will look at me this way. Oh, what kind of 14-year-old kid do? Don't let me die, don't let me die. No, no. I want to keep down my nose. For humanity just wants to go. Just had 3 days of pain. No, don't forget me now. I want to keep now my nose. Oh, in June I'll be the soul. I look at the world and I'll be back later. Oh, Justice Day in December. I want to keep now my nose. K and the Blue Devils, My Name is George Clooney, Stiné, pardon, sur Radio Fréquence Méditerranée. 18h, 19h. Alors, c'est pas le Mac de la Riviera, c'est Néofinance ce soir. Et on est toujours en compagnie de notre ami nouvel animateur sur Radio Fréquence Méditerranée, Fabien Bocard, de la société IPUS Patrimoine. Voilà. Hop, attends, si je t'ouvre le micro, c'est mieux. Voilà, et on va aborder cette deuxième partie d'émission, de cette première émission. Je rappelle que la prochaine, vous la retrouverez au mois de mai. On en avait une prévue au mois d'avril, mais on ne sait pas si on va pouvoir la maintenir ou pas. Tout à fait. Deuxième partie d'émission, on va parler comment optimiser la trésorerie, la fiscalité de son entreprise avec l'art. Avec l'art, en effet. L'art, donc ça veut dire en achetant des tableaux, en achetant des œuvres d'art. Ah, ça m'intéresse. Ah, ça t'intéresse. Ça m'intéresse parce que ouais, c'est l'art étant subjectif. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Comment on peut mettre beaucoup d'argent dans un tableau qui, en fait, compte. Alors là, je vais pas parler de ça, hein, parce que je suis pas D'accord, mais je te poserai la question quand même. Je suis pas artiste. Non, là, ce que je vais intervenir là pour parler d'un petit gisement d'enrichissement qu'on peut faire. Alors là, tu te mets dans ta position de ton métier. Alors là, on change. Là, on va être vraiment du pratico-pratique. Voilà, on a parlé de croissance, on a donné un petit peu la définition de la croissance. Là, on change carrément de sujet, bien sûr. On va être, comme tu dis, pratico-pratique. Exactement. On a de l'argent.
on va dire. Alors, chers amis, si vous n'en avez pas, vous nous écoutez quand même. C'est toujours une bonne info. Et on va dire qu'on a un patrimoine à placer. C'est un petit peu ça. Voilà. C'est pas un patrimoine à placer. Ça va être, oui, si on veut. Donc là, je vais parler en fait du démembrement d'œuvres d'art. Démembrement d'œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est ce mot barbare que démembrement? Le démembrement d'œuvres d'art, je pense que tout le monde a déjà entendu ça lors d'une succession ou autre, c'est tout ce qui est usufruit ni propriété. On démembre la propriété d'un objet ou d'un bien sur un usufruit et sur la nue propriété. Donc alors là, moi, la nue propriété, ça veut dire quoi? La nue propriété, alors là déjà, c'est qu'est-ce que la définition de la propriété? Voilà. La propriété a 3 définitions. Ça va être disposer du bien. Je peux le vendre, je peux le casser, je peux le transformer, je peux en jouir. Deuxièmement, donc je peux l'utiliser, habiter dedans, etc. Et troisièmement, je peux récupérer les fruits. Je peux le louer, je peux le mettre en gérance, etc. C'est ça. Donc, c'est les trois fondamentaux de la propriété. Et ces trois caractéristiques, on va les séparer en 2. D'un côté, on met la nue propriété, où c'est juste la disposition du bien. Donc moi, je peux juste vendre le bien, le transformer, c'est tout. Mais je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas récupérer les fruits. Donc là, on va démembrer un œuvre d'art. Et pour démembrer, il faut donc 2 personnes. Il faut qu'il y en ait un qui prenne l'usufruit et l'autre qui prenne la nue propriété. Donc mes propos qui vont arriver là vont concerner surtout les gens qui travaillent en société, qui ont une société, une entreprise. Donc on ne sait pas élitiste, hein. On fera d'autres choses pour les prochaines émissions pour ceux qui ont pas de société. Oui, ce soir on aborde ce sujet-là, mais on aura d'autres sujets sur les prochaines émissions, bien sûr. Hein, voilà. Donc là, c'est pour les personnes qui sont en société, qui ont un peu de trésorerie et qui aimeraient acheter de l'art. Hein. Ça peut être l'art, tout type d'art. Hein. Ça peut être des tableaux, des sculptures. Ça peut être aussi un beau bureau Louis XVI. Je vais revenir. J'ai une question parce qu'en même temps que tu parles, je m'interroge. Quand tu as dit la nue propriété, c'est quelqu'un qui a un bien, mais qui ne peut pas en profiter. Qui peut juste disposer. Disposer du bien. C'est un exemple. C'est quoi, par exemple? Un appartement? Un appartement. En nue propriété. Ça veut dire que moi, je peux juste le vendre. Je peux juste le disposer, faire les gros travaux. Si, par exemple, il faut refaire un mur, il faut refaire une charpente, etc. Là, c'est moi qui, normalement, d'après le Code civil, devrais m'occuper de tout ça. Et je peux le vendre, le céder ou l'apporter à une société ou le mettre en... Voilà. L'usufruitier, lui, il peut juste... Il est chez lui, donc il peut jouir du bien, il peut le louer. Par contre, il ne peut pas décider demain, je vais à un 4 pièces, je vais en faire un 6 pièces. D'accord, mais ça, c'est par rapport à l'héritage. C'est par rapport en général, c'est le droit comme ça. D'accord, ok. Donc, en héritage, en effet, ça arrive parce que c'est à ce moment-là que j'ai un parent qui décède et il reste le survivant. Donc, je vais dire, moi... Il devient usufruitier. Parce que moi, je vais rester dans la maison. J'habite avec le défunt depuis X temps. Et j'aimerais rester. Donc, les enfants, eux, vont récupérer la nue propriété, donc la disposition. Ils en sont propriétaires, mais ils sont pas utilisateurs. Ils sont propriétaires, mais ils ne sont pas utilisateurs. D'accord. Donc c'est ce principe-là. Alors je vais prendre mon cas. Hein. Oui. J'ai mon papa qui est décédé et avec une maison que ma maman a gardée. Donc nous les enfants, on est nus propriétaires. Nus propriétaires, oui. Et ma mère est usufruitière. Voilà, vous êtes nus propriétaires en indivision. Vous êtes plusieurs. Oui. Et donc ta maman est usufruitière. D'accord. Donc elle peut utiliser le bien. J'ai pris un exemple personnel pour bien faire comprendre. Et on fait ce même principe sur des œuvres d'art. Parce que c'est du droit commun et on peut très bien l'appliquer à une œuvre d'art. Donc là, quel est le principe? C'est-à-dire que votre société, qui a de la liquidité, parce que j'ai fait une belle année, j'ai beaucoup de trésorerie, et j'ai payé mes impôts, et j'ai peut-être pas envie de prendre du dividende parce que ça peut me coûter un peu cher, et j'ai pas envie de prendre de salaire parce que, pareil, ça va très bien comme ça. Mais il a envie d'acheter de placer de l'argent, quoi. Veut placer de l'argent ou veut s'acheter un beau, il veut changer son bureau, veut s'acheter un beau Louis XV dans son bureau. Donc là, on va faire quoi? La société va aller acheter l'usufruit du bureau et le dirigeant, à titre personnel, lui, avec ses deniers personnels, il va acheter la nue propriété de ce bureau. Alors, un exemple. J'ai une société, effectivement, ce que tu dis. Donc, avec quel argent je vais payer ce bureau, par exemple? Ce bureau, tu vas le payer avec ton argent à toi. L'argent personnel que tu as à ton compte bancaire et l'argent. Les deux vont acheter. Avec les deux. À quel niveau, par exemple? À quelle répartition? Alors, justement. Normalement, un usufruit, pour le calculer, d'un point de vue du Code civil et du Code général des impôts, on va actualiser les flux futurs du bien. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce qu'il faut penser que derrière, il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi on parle. On va actualiser les flux futurs. Ça veut dire que le bien va générer des flux d'argent. Donc, je loue un bien immobilier, donc tous les mois, je perçois 900 € de location immobilière. Donc, je veux dire, moi, je vais percevoir ces 900 € pendant 20 ans.
eh bien, je vais calculer pendant 20 ans combien ça va me rapporter ce montant. Donc, je fais 900 fois 12, mais après, je vais Par 20 l'actualiser. Oui, l'actualiser, parce que suivant la valeur, que ça, voilà. L'évolution, etc. Voilà. Et ça va me donner un montant. Donc, c'est ça, actualiser. Mais il n'y a pas de flux sur un bureau sur lequel j'écris dessus. Exactement. Il n'y a pas de flux sur un tableau ou une œuvre, un vase. Effectivement. Donc là, cette fois-ci, pour une fois, l'administration fiscale vient nous aider. Oui, parce que par exemple, un bureau ou un tableau, la valeur de départ, c'est censé être la valeur dans 20 ans. Exactement. Oui. Normalement. Alors, oui, sauf si ça prend de la valeur par rapport au prix de marché. Voilà. Mais il n'y a pas de revenu qui puisse permettre de calculer. Ça ne génère pas de revenus. Tout à fait. Donc, sauf si on le loue, vraiment, ça c'est notre problème. Mais donc, le Code général des impôts, l'article 669, nous permet, sur un usufruit qui va être fixe, parce qu'on va prendre un usufruit fixe dans cette stratégie-là, pour que ce soit intéressant, dit que l'usufruit vaut 23% pour 10 ans d'usufruit. 23% de la pleine propriété du bien pour 10 ans d'utilisation. Donc je m'explique, si je prends 21 ans d'usufruit fixe, donc je dis voilà, moi je vais démembrer mon tableau Rembrandt sur 21 ans, ma société va acheter l'usufruit de ce bien et moi, avec mes données personnelles, la nue propriété, sauf que 21 ans, c'est 3 fois 10 ans, c'est 10 ans, 20 ans, et la unième année, c'est la 30e, donc 3 fois 23%, ça fait 69%, donc la société va acheter 69% du prix du bien, et moi 31%. Et 21 ans, ça passe vite. D'accord. Au bout de 21 ans. Oui, ça passe vite. Au bout de 21 ans, l'usufruit s'arrête et le dirigeant récupère la totalité du bien pour lui. D'accord. Et puis après, le vendre pour sa retraite, etc. Mais il aura payé vraiment de sa poche que 31%. Et la société aura payé 69% dans mon exemple. Donc ça, c'est un avantage déjà financier. Mais aussi l'avantage fiscal, c'est que moi, dans mon bilan, je peux amortir la valeur de cet usufruit. Donc j'ai un bien immobilier. Là, on commence à parler chinois, là. On commence à parler chinois. Donc ce bien, donc cet usufruit qui vaut 69%, on prend un bien qui vaut 100 000 euros. Ça fait donc la société va payer 69 000 euros l'acquisition du bien et le dirigeant 31 000. 31 000 euros. Ils vont acheter ça. Ça, c'est quand on achète le bien. On va donner des exemples concrets pour que les auditeurs comprennent bien. Donc on va chez un galériste, on veut acheter son tableau. Voilà. On dit voilà, faites-moi 2 factures. Une facture au nom de mon entreprise à hauteur de 69% et une facture à mon nom à moi au nom pour 31% voilà. de la valeur. Donc là, on dépense chacun. Donc voilà. On dépense chacun. Voilà. Moi, à titre personnel, ça fait quoi? C'est juste que j'ai juste la nue propriété. Donc qu'est-ce que je peux faire? Rien. Juste qu'il est à moi, mais je ne peux pas l'utiliser. Il est à toi pendant combien de temps? Pendant 21 ans. Alors, moi, il est à moi pour tout le temps. Oui, pour tout le temps. Mais au niveau de la fiscalité. Au niveau de la société, en effet, elle appartient en usufruit à la société que pendant 21 ans. Et pendant ces 21 ans... C'est le maximum 21 ans? Non, on peut faire plus. On peut faire mais après 40 ans... oui, d'accord. Il n'y a pas de... Normalement, après 30 ans, l'usufruit fixe est considéré comme étant viagé. Mais bon, c'est un autre débat. Donc à ce moment-là, moi, ce prix que la KPI entreprise, donc là, 69 000 euros, c'est à durée fixe. Donc ça va, au fur et à mesure que le temps arrive, l'entreprise, ça perd de la valeur, son bien. Bien sûr. Mathématiquement. Là, c'est mathématique. Oui. Donc on va amortir, donc on va déduire chaque année un 21e de la valeur d'acquisition. Donc l'entreprise a acheté 69 000, on fait 69 000 divisé par 21. Et ça, on vient le mettre en charge dans l'entreprise. Dans le bilan. Dans le bilan, ce qui fait qu'on réduit l'assiette du résultat taxable. D'accord. Ok, voilà. Oui, effectivement. Et arrivé au bout de 21 ans, le bien... il n'appartient plus à la société, il rebascule sur le automatiquement sans fiscalité. Voilà. D'accord. Et ça, il n'y a aucune restriction. D'accord. Et par contre, ce bien, pendant ces 21 ans, il est taxé annuellement ou pas? Est-ce que j'ai bien compris? Non, parce qu'il ne génère pas de revenus. Oui, d'accord. Tu travailles, c'est ton bureau week-end. Il fait partie des meubles de l'entreprise. Il fait partie de l'amortissement. Exactement. Il est dans l'amortissement comptable, ce qui permet de réduire ton assiette taxable au bénéfice. Alors, chers auditeurs, si vous avez des questions, posez-les via le fil d'actualité Facebook. Ceux qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas. Voilà, moi, vous voyez, il y a des choses que je ne comprends pas. Je pose la question à Fabien et vous êtes là aussi pour ça. Et puis, si vous avez une entreprise ou en tout cas vous avez envie de placer de l'argent ou quoi que ce soit, il est là ce soir aussi pour répondre aux questions, sachant qu'après il pourra vous voir aussi en hors antenne, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Alors. Donc là, c'est intéressant. Bien sûr. Mais on pourra me dire, mais attention Fabien, parce qu'il y a une disposition du Code général des impôts qui dit que si moi je vends un bien sur un usufruit temporaire, je dois déclarer cette vente comme étant un revenu, dans mon revenu. Donc je suis imposé dans mon revenu.
Donc là, dans mon exemple ici, le bien, Oui, parce qu'effectivement, ce tableau, il appartient quand même il appartient au vendeur qui va vous le vendre. Et en effet, si c'est ce vendeur-là, normalement, d'après le 13.5 du Code général des impôts, article 13.5 du Code du CGI, ce vendeur-là, il vend un usufruit temporaire, donc cet usufruit temporaire, il devrait le déclarer non pas comme une plus-value, vous savez, quand on vend un bien, il y a une plus-value qui se dégage, on ne déclare pas en tant que plus-value, on déclare la somme totale dans notre feuille d'impôt, au niveau des revenus. Sauf que c'est très rare qu'on achète un tableau à un particulier. Souvent, c'est un galériste. Souvent, c'est un artiste qui lui-même est professionnel, qui est inscrit et qui est en BNC. Donc, dans tous les cas, on n'aura pas sous le joug du 13.5 du Code général des impôts. On sera sur une société en face de nous qui sera l'IS, qui, lui, ça ne changera strictement rien, qui vous vend en démembré ou qui vous vend en pleine propriété. D'accord. Si on l'achète à un particulier, par contre, c'est différent. Voilà. Un particulier, c'est différent. Mais c'est souvent assez rare qu'un particulier vende en direct son tableau. Souvent, il le vend à la société qui le revend après derrière. C'est plutôt rare. Ça peut arriver dans les salles de vente, par exemple. Si le vendeur, une salle de vente, c'était un particulier, donc là, ça peut être problématique. Donc là, la stratégie... Sur une vente aux enchères, par exemple. Exactement. C'est un particulier qui vend. Exactement. Donc là, le vendeur pourrait refuser la technique de l'acquéreur, qui est de dire moi, ma société achète l'usufruit et moi, je prends une propriété. Mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment à la marge. Maintenant, on peut encore aller plus loin. On a un auditeur qui nous dit, Fernand Lucas, qui nous dit c'est super complexe quand même. Je te rassure, Fernand, effectivement, c'est super complexe. Bien pour ça qu'il est là, on essaye de donner des exemples pour que tout le monde comprenne en face, c'est effectivement ce qu'on parle. Alors, cette première émission aborde ce sujet-là. On aura des émissions, bien sûr, on aura des sujets peut-être un peu plus ludiques, un peu plus simples, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc en tout cas, ce soir, c'était pour... on a peut-être fait costaud pour la première, mais en tout cas, voilà, on essaye de vous donner le maximum d'éléments. C'était tout sur ce sujet-là ou tu as encore quelques éléments à nous donner? Alors, tu m'as dit, moi je veux interviewer avec les meilleurs, donc on va aller plus loin. Alors. On va encore augmenter tout cet avantage de cette technique-là. Il y a une autre disposition du Code général des impôts, qui est l'article 238 bis AB, et qui en fait... Tu l'as appris par cœur? J'ai l'habitude de le travailler. Et qui permet en fait de favoriser l'acquisition d'œuvres d'art. Donc une disposition fiscale qui permet d'avoir un allègement fiscal quand on achète une œuvre d'art. Bien sûr, dans toute disposition fiscale, quand on a un avantage, à côté, il y a des conditions. Des inconvénients ou des conditions? Et des inconvénients et des conditions. Donc là, qu'est-ce que dit cet article-là? Il se dit que quand j'achète un œuvre d'art avec une entreprise, je peux déduire de mon résultat net 1/5 de l'acquisition du bien pendant 5 ans. Donc on reprend notre exemple. J'achète un bien, j'achète une œuvre d'art, j'achète un tableau qui vaut 100 000 euros. Et ben je vais déduire de mon résultat 20 000 euros sur 5 ans. Donc moi, j'ai mon entreprise, je fais mon chiffre d'affaires, j'ai mes charges, etc. Arrive en fin de l'année, j'ai un résultat de 30 000 euros. J'ai acheté un tableau à 100 000 euros, je déduis 20 000. Et on est imposé que sur les 10 000. Que sur les 10 000 qui restent. D'accord. Exactement. Alors, on me dit, mais attention, oui, mais si tu fais ça, ça veut dire que moi, je ne peux plus prendre mes dividendes, parce qu'avant, je l'avais 30 000 euros de dividendes, maintenant, je peux en prendre plus que 10. Non, parce que c'est un traitement extra-comptable. Donc, ça ne change pas le résultat comptable, ça change juste le résultat fiscal. Donc, on peut toujours prendre ces 30 000 euros de dividendes. C'est très compliqué, mon cher, la fiscalité. On découvre ce soir, chers auditeurs, je suppose que comme moi, vous découvrez, on a un spécialiste en face, qu'on découvre que la fiscalité, c'est quand même très complet. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va aller déduire pour la partie fiscale. Exactement. Le fisc va contrôler, va imposer que sur ces 10 000. C'est ça. Mais réellement, nous, comptablement, réellement. On a quand même les 30 000 de bénéfices et on peut se servir sur les 30 000. Exactement. D'accord. Alors ça, c'est les avantages. D'accord. Après, il y a des limites, parce que ce n'est pas illimité. Les limites qu'a imposé donc il y a eu des changements à la loi de finances 2022. Les limites, c'est 20 000 euros par an ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que 20 000 euros, mon exemple était bon là. Voilà, tu as donné l'exemple, 100 000 euros, 20 000 euros, voilà, bien sûr. Par contre, si j'ai un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, on passe à 25 000. 5 pour 1000, de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait 25 000. Donc, plus on a un chiffre d'affaires important, plus on peut augmenter ce plafond-là. Donc on va coupler tout ça. Et deuxième condition, il faut que, déjà il faut que l'artiste qui vous a vendu l'œuvre d'art soit encore vivant au moment de l'acquisition. Donc un jour où on vend, on regarde s'il bouge encore,
pour vérifier s'il est encore vivant. Mais il faut que l'artiste soit vivant, sinon on ne peut pas disposer de cet article, de cet avantage fiscal. Et troisième condition, il faut que l'œuvre d'art soit exposée soit aux yeux des clients, soit aux yeux des salariés. On ne peut pas le mettre dans son bureau personnel du dirigeant. Voilà, en fin de compte, c'est pour faire une acquisition vraiment pour l'entreprise. Pour l'entreprise, exactement. Voilà, Alors, soit on le met dans la salle de restauration, soit on le met en salle d'attente, soit on le met dans le couloir, mais au moins à la visibilité de beaucoup de monde. D'accord, faut pas avoir peur quand on achète un tableau à quelques millions d'euros et qu'on met dans une entreprise pour dire on défiscalise, en fin de compte, c'est ça ce que tu es en train d'expliquer. Exactement. Avec le fait qu'il peut être volé. Exactement. Voilà, c'est aussi on prend des risques. Exactement. Bon, après on peut l'assurer aussi, bien sûr, derrière aussi. Alors, on peut l'assurer. L'entreprise peut l'assurer. Et puis, l'administration tolère qu'on puisse prêter pendant 5 ans le bien À un musée. Donc D'accord. pendant ta période de On rentre dans la légalité puisqu'il est exposé, il est aux yeux du public. Exactement. Voilà, effectivement. Exactement. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont très riches qui aujourd'hui, en fin de compte. Alors ce soir, chers auditeurs, bien sûr, ça s'adresse à certaines personnes qui ont beaucoup d'argent. Autour de la table, on n'a pas les moyens de s'acheter un tableau à 100 000 euros, en tout cas moi non plus. Moi pas du tout, pardon. Et tu disais, plus on est riche, plus on peut s'acheter de biens plus comme on ça. fait des chiffres d'affaires, plus on a la limite de déduction qui augmente. Mais pas besoin d'être extrêmement riche. Et en plus, on va jouer sur les deux avantages que je viens de donner juste avant. On va démembrer le bien et on va utiliser cet article-là. Donc moi j'ai un bien, on repart mes 20 000 euros de limite. Hein. On va dire que j'ai une entreprise qui fait que 130 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai de la trésorerie parce que je fais que du service, j'ai très peu de charges, ce qui fait qu'en fin d'année, je me retrouve avec des résultats comptables importants et je paye beaucoup d'IS. À ce moment-là, et j'aime l'art. IS, impôt sur les sociétés. J'aime l'art et moi je veux donc m'acheter une œuvre d'art qui vaut 100 000 euros. Que je récupérerai dans 20 ou 21 Exactement. ans. Donc on répète, pour la société, exactement. je l'achète via la société. Exactement. Je résume un petit peu pour ceux qui nous rejoignent. Hein, je l'assure donc 69% c'est la société qui paye, 31% c'est le dirigeant. 69 000 euros qu'on va diviser par 5, donc ça fait 10 000 des poussières qu'on va déduire du résultat comptable. Mais comme on a un usufruit, on va aussi amortir l'usufruit, donc on a deux déductions réellement. D'une part le résultat et d'une part sur l'amortissement. On est gagnant-gagnant sur ce coup-là. On est gagnant-gagnant. Ok. Donc les avantages, il faut respecter les conditions que j'ai dit tout à l'heure. Et une fois qu'on arrive au bout de 21 ans, le bien repart dans la poche du dirigeant. Et il aura coûté que 31%. 31. Et encore, il aura pu même, donc, comme il était dans sa société, il aura profité aussi, il aura optimisé fiscalement sa société. Exactement. Il aura gagné de l'argent aussi avec sa société. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, il y a des désavantages. Le premier, c'est que cet article s'arrête le 31 décembre 2025. Donc, il faut se dépêcher d'aller acheter de l'art. D'accord, c'est nouveau. C'est pour ça que ce soir, tu voulais aborder ça dès la première émission. Exactement. Voilà. Parce que le temps est compté. Sachant que l'émission, elle peut être réécoutée. Donc, exactement. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, on est le 27 mars 2024. Ça passe vite. Il reste, voilà. Donc, aujourd'hui, cette disposition est encore valable jusqu'au 31 décembre 2025. Ça, il y aura une nouvelle qui va arriver, d'après toi ou alors, en 2022, ils l'ont repoussé d'1 an. Hein. Donc, peut-être qu'ils le repousseront d'1 an dans une prochaine loi de finances, à voir. Donc en fin de compte, ce soir, là, ce que tu nous dis, c'est que si on a un petit peu d'argent devant soi, qu'on est une société, c'est d'aller et qu'on aime l'art, c'est de le placer dans l'art. Et qu'on se fait un petit peu tabasser par l'impôt des sociétés, on peut très bien profiter de sa passion, d'acheter l'art et d'acheter une œuvre comme de cette façon-là. Et deuxième avantage, alors je ne sais pas si c'est bon de le dire parce que c'est très technique. Donc est-ce que j'y vais ou pas ? Écoute, j'étais en train de lire les auditeurs. Donc il y a Weekling Pro qui nous regarde et il y a aussi Pete Steven qui met merci pour toutes ces informations très intéressantes, effectivement. Donc là on va rentrer dans une petite partie un petit peu technique. Alors là, ça va être technique pour le désavantage qui au final on va voir qu'en jouant bien on peut effacer ce désavantage. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux pas qu'on fasse un petit break musical juste avant qu'on aborde un sujet un peu plus compliqué ? Alors c'est pour finir ce sujet, c'est le même sujet. Hein. Voilà, on finira ce sujet. Donc on était bien sûr, on rappelle sur cette deuxième sujet, optimiser la trésorerie et la fiscalité de son entreprise avec l'art. On fait un petit break musical, on finira donc par ça et on clôturera l'émission puisqu'il nous reste 12 minutes. Et voilà, bon, on n'aurait pas cru pour une première émission, hein, c'est génial. Allez, petit break musical avec un artiste roquebrunois, un artiste chez nous qui s'appelle Oliver Chapman, Oli O, et c'est du latino tout de suite. Lugar paradisíaco, espectáculo diario, tierra de mezcla, República Dominicana, indio taíno, origen africano, conquistadores, españoles, todos juntos,
mí me mata. Que voy a enloquecer, que me suene en el merengue y no pare la bachata, que ese ritmo a mí me mata. Que voy a enloquecer. Dominicano, dame la mano, que somos hermanos. Con tu travesura, morderé tus labios que son de miel pura. Te haré bailar así como ninguna. Yo tengo 1000 noches, tú eres mi locura. Basta la tristeza que la vida es fiesta. Sube la adrenalina, muévete la cintura. Boom, 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 baila al amanecer. Boom, 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 baila al amanecer. Que me suene en el merengue y no pare la bachata, que ese ritmo a mí me mata. Que voy a enloquecer, que me suene en el merengue y no pare la bachata, que ese ritmo a mí me mata. Que voy a enloquecer. Dominicano, dame la mano, que somos hermanos. Americanos, dominicanos, dame la mano, que somos hermanos. Manita, mueve tu culito, vamos a bailar. ¡Huepa! On est toujours en direct et ça passe très très vite. Il est 18h52 avec Fabien Bocard qui m'accompagne pour cette nouvelle émission Néo-Finance. On vous parle de finance pour les néophytes, même si bien sûr on a abordé des sujets un petit peu pointus quand même. Alors on se le disait hors antenne, n'hésitez pas, chers auditeurs, à mettre des sujets que vous aimeriez qu'on traite au niveau finance. Voilà, si vous avez des petites questions. Alors bien sûr, pas comment on paye ses impôts, hein, des trucs peut-être un peu plus. Voilà, n'hésitez pas à mettre poser des questions si vous souhaitez qu'on réponde bien sûr et qu'on aborde ce sujet. Et tu voulais juste avant qu'on coupe avec le titre, nous indiquer quelque chose par rapport à l'art. T'allais avoir un moment un petit peu compliqué. Exactement, par rapport à cette disposition, donc le 238 bis AB du Code général des impôts. Alors rappelez-vous, on peut déduire de son résultat 1/5 de la valeur d'acquisition du bien. Mais dans un bilan comptable, il y a deux parties, actif, passif. Donc il faut que tout soit équilibré. Donc si je déduis d'un côté, il faut que je rajoute de l'autre. Et il faut donc reporter et inscrire donc cette déduction dans une réserve spéciale au passif de l'entreprise, au passif du bilan. Cette réserve, elle est récupérée. Alors, un exemple. Un exemple. Tu me vois que je te regarde avec des grands yeux. Et quand je te regarde avec des grands yeux, c'est que je commence à pas suivre. Bon, un bilan d'entreprise, actif, passif. Jusqu'à là, tout le monde va bien. Tout le monde n'est pas comptable. Tout le monde n'est pas comptable. Mais bon. Il y a deux parties dans une comptabilité, l'actif d'un côté, le passif de l'autre. Il faut que ce soit équilibré pour que l'entreprise, pour que le bilan soit juste. Donc si je déduis moi dans les résultats les déductions extra-comptables de mon œuvre, il faut que de l'autre côté au passif, je puisse compenser cette déduction. Et je la compense où? Je la rajoute dans une réserve. La réserve, c'est quoi? C'est la réserve des bénéfices. Donc je rajoute un montant aux bénéfices. Alors c'est une réserve spéciale qui n'est pas là pour être distribuée, mais elle est dans une notion de réserve au niveau de la comptabilité. Et ce qui fait que le jour où je vais vendre le bien, si je le vends, eh bien, je vais réintégrer ce montant-là dans les résultats et j'aurai une plus-value qui sera plus importante. C'est là le point négatif en fait de cette disposition. Sauf que l'administration tolère que si on est en perte, on peut déduire de notre perte, on peut utiliser cette réserve pour combler la perte. Donc en France, pour gagner de l'impôt, il faut perdre de l'argent. D'accord. Ah oui, d'accord. Alors résume, donc en France, pour payer moins d'impôts, il faut perdre de l'argent. Bon, ici, il faut perdre de l'argent. Donc voilà, c'était une disposition. Il y a beaucoup de sociétés qui ont compris le système alors. Exactement, trop. Voilà, qui ont jamais vraiment beaucoup de bénéfices. Alors pourtant, quand on entend parler des sociétés, des grosses sociétés comme Total ou d'autres qui ont fait des chiffres d'affaires records, et alors eux, comment ils payent beaucoup d'impôts derrière. Attention, il faut savoir que malgré ce qu'on peut
On n'a pas tous le même code général des impôts. Hein. D'accord. C'est-à-dire que des grosses sociétés comme ça, ils n'ont pas le même que nous. Ils ont quelques accords. D'accord. Ils ont quelques accords. Alors, pas forcément fiscal, mais ça peut être ailleurs. D'accord. Sur d'autres choses. On en parlera, c'est des sujets qu'on va aborder ça au long du cours des émissions. Moi, j'aurai des petites questions, même moi je vais t'en préparer des sujets, des questions qui m'intéressent effectivement sur la finance et l'économie. Voilà, une belle émission puisque c'est une émission qui va parler finance et économie. Voilà, on va parler économie, comme là tu es en train de nous... C'était ça que tu voulais nous dire? C'était ça que je voulais rajouter. Donc là, cet avantage à cette technique-là, qui permet de démembrer et de déduire du point de vue du résultat, permet d'optimiser la trésorerie de l'entreprise, permet de profiter de sa passion qui est l'art. Alors l'art, ça peut être large, ça peut être aussi pour un carrossier, il peut très bien acheter une voiture de collection et l'exposer. D'accord. Voilà, ça peut être des cartes Pokémon. Oui, puisque ça a pris, oui, tu dis ça, mais ça a pris une valeur phénoménale, les cartes Pokémon, effectivement. Voilà, il faut juste que, pour les dispositions du Code général des impôts, il faut que l'artiste soit vivant. Mais pour le moment, quand on l'achète. D'accord. Voilà, après, on y peut voilà, mais si on achète une œuvre d'un artiste qui est déjà décédé, on rentre pas dans ces dispositions que tu viens de décrire ce soir. On peut aussi utiliser ça pour acheter des instruments de musique. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent un artiste vivant, sa cote, elle est pas toujours alors ça peut être bien, pas bien, parce que souvent l'artiste vivant, la cote est plutôt plus basse. C'est ça, et quand il décède, elle est meilleure. Et quand il décède, elle est meilleure, ou des fois c'est l'inverse. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être passionné et qu'il faut aimer l'art. Voilà. Ou alors il faut être conseillé par quelqu'un qui... Alors moi je connais rien en art. Hein. Le montage juridique et fiscal, pas de problème, et comptable aussi, mais sur l'aspect de l'art, évaluer un tableau, vous pouvez me demander à moi. Hein. Moi je m'y connais dans l'art, mais celui qui est dans le cochon. Voilà, pour un petit moment de détente dans cette émission qui est quand même bien compliquée, bien technique. Voilà, merci. Et Yvon Roberto Rello qui nous rejoint. Voilà. Alors on vous invite bien sûr, si vous avez des questions à nous poser, là voilà, il nous reste quelques minutes d'émission avant la clôture. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, c'est la prochaine émission, donc mois d'avril. On a un petit doute, mois de mai c'est sûr, mois de mai, mois de juin, et on se retrouvera l'année prochaine tous les lundis soirs de 18h à 19h avec cette émission qui va s'appeler Néo Finance. On va aborder la finance et l'économie, la gestion du patrimoine. On va dire entre guillemets comme il y a pour les nuls. C'est ça un petit peu, hein, voilà. Oui, voilà. Pour les néophytes. Au moins pour expliquer les choses. Et surtout, ne pas hésiter à poser des questions, que les auditeurs nous posent des questions, nous disent des sujets qu'ils veulent qu'on traite, et on va les traiter avec une vision différente. Voilà. On n'est pas là pour répéter ce qu'on a entendu 30 fois ou qu'on nous fait raconte à toutes Alors, les on n'aura pas de langue de bois. Pas de langue de bois. Voilà, et surtout essayer de... ça fait partie de la philosophie de la radio. Pas langue de bois. Et puis, on va parler fiscalité, on va parler finance et économie. Voilà, c'est une belle émission qui démarre, mon cher. On est arrivé au bout, hein. Il est 18h58. On l'a fait. Hein. Voilà, on l'a fait, et effectivement. Merci à tous, et puis on vous donne rendez-vous demain soir pour encore une nouvelle émission. À partir de 18h, ça sera Transition, ça sera une émission sur l'environnement et la science par rapport à l'environnement par rapport à la science. Ça ne sera pas le mot écologie, hein, puisque voilà, c'est un mot qui fait peur, écologie quand même aujourd'hui. Mais en tout cas, on va vous apprendre plein de choses. Et demain, on a une belle émission qui va vous parler plastique et déchets. Et on sera autour de la table, on sera 6, puisqu'on aura 3 animateurs, plus moi, plus 2 invités. C'est belle émission qui va venir. Belle émission qui va démarrer demain soir avec Eric Prada, avec Thierry Laduca et Noémie Diebueuvre, voilà, qui m'accompagne comme d'habitude. Merci Yvon, ça tombe bien, je connais rien dans ce domaine. Voilà, donc un auditeur qui nous écrit ceci. Qui nous dise ce qu'il veut aborder comme sujet pour la prochaine fois. Voilà, on se dit bye bye, on se retrouve le mois prochain. Voilà. Et puis on était ensemble aussi lundi soir avec Initiative Mentor, bien sûr. On se quitte plus. Bye bye à tous. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bonne journée avec Fréquence Méditerranée. Bonne journée. Radio